Garde le silence. C'était lui la voix de mon fils, basse, pressée, qui se glissa entre la sonnerie du téléphone et le bruit des pas sur le carrelage. Il tenait la main de ma belle-fille et derrière eux, la recordatrice automatique d'un monde qui n'ose plus regarder la mort en face. Je l'ai entendu prononcer ces deux mots comme on ferme une porte, sans fracas, mais avec l'irréversibilité d'un verrou. Nous venions d'apprendre la nouvelle. Mon mari était parti pendant la nuit, doucement, sans drame, comme s'il avait décidé de s'éclipser pour nous laisser la paix. Le médecin avait dit les mots utiles. Mort naturelle, dernier souffle, nous avons tout fait. Les voisins avaient apporté des fleurs. Les visages étaient empesés de politesse. Les aiguilles de l'horloge ne paraissaient plus rien marquer d'autre que le temps. Et mon fils, debout près du buffet où reposait la photo de mariage, m'a regardé comme on regarde un dossier qu'on s'apprête à classer sans le lire. « Garde le silence », répéta-t-il. « Ne dis rien ni au notaire, ni à personne. On s'en occupe. » Je ne sais pas pourquoi ces mots me firent plus mal que la mort elle-même. Être parce qu'il m'enlevait la parole au moment précis où l'on a le droit de prononcer le nom d'un disparu, d'énoncer une volonté, de réclamer un respect. Garde le silence, comme si la veuve devait être une statue, muette et bien rangée, tandis que les vivants se partageaient la place. Je me suis assise, lentement. Mes mains ont cherché la tasse de thé, mais elles sont restées vides. Sur la table, un courrier traînait, oublié par une main pressée. J'ai lu les premières lignes. Acte de succession estimation préliminaire. 10 à 8 millions €. 10 à 8 millions. Les chiffres sautaient sur le papier comme des pierres blanches sur l'eau. 18 millions. Un nombre presque fou, mal assorti à nos souvenirs de menus rendez-vous, de bricolage, de réparation au pinceau rouillé. Mon cœur s'est contracté, pas de joie mais d'étonnement. Comment le même monde qui t'avait applaudi quand tu portais les sacs de ciment pouvait-il maintenant parler d'euros comme on énumère des chaises? Et comment pouvait-on me demander de me taire alors que ce chiffre demandait des comptes, des actes, des papiers, des signatures, des témoins? Le silence que l'on me demandait de garder sentait la manœuvre. Le silence comme couvercle. On va régler ça proprement, a ajouté ma belle-fille, avec ce sourire qui veut dire « soyez raisonnable ». Tu n'as pas besoin de t'en préoccuper, nous nous en chargeons. Repose-toi. Repose-toi. La formule avait la douceur d'un bandage et la froideur d'une exclusion. J'ai regardé la chambre où mon mari gisait encore, le visage étonnamment paisible. J'ai pensé à nos 50 ans ensemble. Les peintures badigeonnées avant les naissances, les traversées du marché au petit matin, les serments murmurés autour d'un plateau de fromage. J'ai pensé aux petites choses, un tournevis rangé, une clé égarée retrouvée, le rire à table. Tout cela me revenait en une étrange cacophonie contre la lettre froide qui parlait d'un pactole et d'une succession à régler rapidement. Je n'ai rien dit. J'ai posé les mains sur mon carnet, celui que j'emporte toujours, où j'écris tout depuis des décennies. Les anniversaires, les mots qui blessent, les sommes qui entrent, les rendez-vous. J'ai inscrit la date, l'heure, la phrase exacte, garde le silence. Puis j'ai ajouté, plus bas, la mention qu'aucune décision ne serait prise sans ma lecture et sans la consultation du notaire que mon mari et moi avions choisi il y a tant d'années. Ils m'ont regardé avec cette légère impatience que prennent les gens pressés par la paperasse. Je les avais mis mal à l'aise. Je savais pourquoi. Le silence qu'ils réclamaient, je le sentais comme un préliminaire à une invisibilisation. Alors, au lieu de crier, j'ai souri et j'ai noté encore. Vérifiez les comptes. Notaire. Maître. Ma plume était une lame douce. Avant de me coucher cette nuit-là, j'ai relu la liste. J'ai fermé les yeux et, dans l'obscurité, j'ai entendu la voix de mon mari, chaude, qui me soufflait autrefois. Lire toujours ce que tu signes, même quand c'est pour gagner du temps. J'ai pris cette phrase pour un commandement. Le lendemain, je n'allais pas seulement pleurer, j'allais demander, comprendre, exiger des documents. Et si l'on me demandait encore de me taire, je répondrais par l'évidence, celle des papiers et du droit. Nous avions construit une vie sans tapage, pierre par pierre. Je me rappelle encore le jour où nous avons acheté la maison. Il y avait un peu de brouillard sur la route et mon mari tenait la clef comme on tient un trésor, fier et timide à la fois. Nous n'étions pas riches. Nous étions minutieux. Il réparait des chaises, rejouait des morceaux au tournevis, repeignait des volets.
Moi, je faisais les confitures, je cousais des rideaux, je tenais la comptabilité du foyer sur un petit carnet à spirale. Une vie modeste, faite d'économies serrées et d'amour sans éclat. Mon mari avait ce goût du calcul juste, jamais d'excès, toujours une prudence qui nous a permis, année après année, d'accumuler ce qui semblait être de simples réserves, un peu d'argent mis de côté pour une insonorisation, un capital placé sans bruit, des contrats d'assurance souscrits pour la vieillesse. À nous deux, nous étions une équipe de vieux artisans. Il apportait l'habileté manuelle, moi la méthode administrative. Nous pensions que notre prudence était une sagesse, et c'est ainsi que, sans ostentation, nous avons vu croître ce qui, aux yeux des autres, pouvait devenir un trésor. Économie, placement, quelques successions, une maison moins ordinaire. Il y eut des années de santé fragile pour lui, des rendez-vous chez le cardiologue, des soirées de veille à mesurer la température, à compter les pas qu'il faisait encore. J'ai été, souvent, cette main qui tient la lampe, cette présence silencieuse qui assure. Je n'ai jamais regretté. On ne regrette pas les gestes d'amour qui n'attendent rien en retour. Mais il y a un moment où la somme de ces gestes devient une chose tangible, des relevés, des actes, des contrats, et où, quand il n'y a plus la voix du compagnon pour dire ce qui se fera, les êtres vivants autour regardent les chiffres comme un paysage où l'on peut planter des drapeaux. Notre fils a grandi avec nos petites sagesses. Apprendre à économiser, savoir réparer, préférer la cohérence aux grandes promesses. Il a fait des études, s'est éloigné, puis est revenu, puis a trouvé un métier qui lui plut. Il aimait ses parents à sa manière, parfois maladroite, parfois pleine d'élan. Il nous a présenté la femme qui deviendrait sa compagne, une femme vive, organisée, qui aimait l'ordre et qui, au début, apporta un confort neuf. Elle savait ce qu'elle voulait, et elle le voulait vite. J'ai apprécié sa volonté. Nous aimions ceux qui se prenaient en main. Je me souviens des soupers, des rires, des débats sur la décoration, sur la meilleure façon d'accrocher un tableau. Avec l'âge, mon mari et moi avions multiplié les précautions. Rendez-vous avec le notaire pour clarifier des clauses, mise au clair de compte, testament signé dans l'ordre et la dignité. Nous n'étions pas romantiques sur l'argent, nous voulions la sécurité. Nous avions choisi Maître Laurent, un homme à la voix douce, précis, qui nous aidait à ordonner le lendemain à notre mesure. Nous avions convenu de dispositions. Un partage raisonnable, la sauvegarde de la maison, des clauses pour préserver la mémoire. Tout cela, nous l'avions fait sans tambour, parce que nous aimions que les choses soient claires. Alors, quand le mot 18 millions est apparu sur une estimation préliminaire, j'ai d'abord cru à une erreur de l'administration. 18 millions, pour 2 vies modestes, le nombre sonnait faux, comme une note étrangement haute sur un instrument bien timbré. Et pourtant, les relevés s'étaient empilés placements, un petit héritage reçu autrefois, des biens locatifs, des assurances, tout cela, gentiment, avait monté. Nous avions été prudents, et la prudence, parfois, devient richesse. Dans la cuisine, je me souviens du rire de mon mari quand il disait « On a bien fait, hein? On a mis des sous pour le changement de la machine à laver, et nous voilà banquiers. » Nous en rions. Nous n'avions jamais imaginé que ces chiffres, un jour, seraient la cause d'un silence imposé, d'un ordre de se taire. Le monde change la valeur des mêmes choses. Ce qui fut résumé à la tendresse devient un pactole à négocier. Ce passé, je le garde comme on garde un album. Page après page, on y lit des mains qui se serrent, des gâteaux trop sucrés, des allées au marché. Il me rappelle qui je suis et pourquoi je ne peux accepter que d'autres décident pour moi, sans m'informer, sans me consulter. J'ai appris à lire les chiffres comme on lit le comportement des gens. Une même somme peut être don ou vol selon l'intention. Et ce fut là, précisément, que se dressa le choix, accepter le silence demandé par mon fils et laisser la somme sans garde, ou ouvrir la bouche et ordonner la vérité, avec le temps et la loi pour allier. Les semaines qui suivirent la mort de mon mari eurent la lenteur étrange des jours qui n'appartiennent plus à personne. Le deuil, chez moi, prenait la forme du rangement. Je classais, je dépoussiérais, je notais. J'aurais voulu qu'on m'accompagne dans ce rituel, mais la maison s'était remplie d'un autre rythme, celui des pas décidés de ma belle-fille et des chuchotements de mon fils. Les premières petites humiliations se présentèrent sous la forme d'attentions mal placées. « Ne t'inquiète pas, on s'occupe de tout. »
Cette phrase, au début, me soulageait. Puis elle m'irrita. Car tout, c'était aussi ce que je savais faire, ce qui me reliait à lui la paperasse, les décisions, le courrier du notaire. Un matin, j'ai voulu appeler Maître Laurent pour m'informer des formalités. « Ce n'est pas la peine », a dit mon fils, « j'ai déjà parlé avec lui. » Et qu'a-t-il dit ? « Que tout suit son cours. Repose-toi, maman. Toujours se repose-toi. » Le lendemain, j'ai trouvé sur la table une pile de documents ouverts. L'estimation du notaire y figurait, annotée de chiffres écrits d'une autre main que la mienne. Flèches, totaux, pourcentage. J'ai compris que l'on faisait des calculs sans moi. Mon mari aurait détesté cela. Il disait toujours « L'argent, ce n'est pas une affaire de sang-froid, c'est une affaire de mémoire. » Un après-midi, ma belle-fille est entrée dans ma chambre sans frapper. On doit faire un peu de place pour les classeurs, tu comprends. Elle a déplacé mes cahiers, ma boîte de lettres, mon carnet gris. J'ai voulu protester, mais elle a répondu, d'un ton qui se voulait tendre. « Oh, tu sais, avec tout ce qui s'accumule, tu risques de te perdre dans les papiers. Laisse-moi faire. » Je l'ai laissé. Mais le soir même, j'ai fouillé, discrètement. Le courrier de la banque avait disparu. La dernière lettre de mon mari aussi. Alors j'ai compris qu'on voulait m'enlever non seulement la parole, mais aussi la trace. Les jours suivants, ma belle-fille a pris l'habitude de répondre à ma place au téléphone. « Oui, maman va bien, elle se repose. » Elle disait cela avec une douceur fausse, celle qu'on réserve aux malades mentaux. Un soir, alors que je rangeais la vaisselle, j'ai entendu leur voix dans le salon. « Elle ne comprend plus vraiment, » disait-elle. « Il faudra faire attention à ce qu'elle signe. »« Elle est fragile, » répondit mon fils. « On doit la protéger. » Protéger. Le mot sonnait comme une condamnation. Je me suis tenue droite, dans la cuisine. J'ai senti quelque chose d'ancien revenir. Cette vigilance que j'avais eue quand j'étais jeune, quand il fallait défendre le foyer contre la négligence ou la tentation. J'ai pris mon carnet et j'ai écrit. Il parle de moi comme d'une enfant. Je deviens une mine d'or sous surveillance. À partir de là, j'ai commencé à tout noter. Les retraits bancaires, les appels, les dates des rendez-vous, les phrases exactes. Je me suis remise à relire les contrats de mon mari, un par un. Certains avaient été consultés récemment. Les coins de page étaient pliés. Un matin, j'ai voulu aller au bureau du notaire. Mon fils a dit « Ce n'est pas nécessaire. Il s'occupe de tout. » J'ai insisté. « J'irai quand même. » Alors il a eu ce geste petit mais brutal, celui de poser sa main sur mon poignet. « Maman, ne complique pas les choses. » Ce mot, compliqué, m'a glacé. J'ai souri pourtant. J'ai appris à sourire comme on signe une trêve temporaire. Ce soir-là, dans ma chambre, j'ai ouvert le tiroir où dormait le testament de mon mari. J'ai relu la première ligne. À mon épouse, en reconnaissance d'une vie de partage et de fidélité, je lègue. J'ai refermé. Et j'ai compris qu'ils ignoraient une chose essentielle. Le testament qu'ils connaissaient n'était pas le seul. Il y avait un autre document, plus récent, celui que nous avions signé, lui et moi, 6 mois avant sa mort, dans le plus grand secret, sur le conseil de Maître Laurent. Et là, dans le silence de la maison, je me suis dit, le moment viendra. Mais pas encore. Le moment arriva plus vite que je ne l'aurais cru. C'était un lundi matin, gris, sans vent. La maison avait ce silence particulier des jours où chacun s'affaire ailleurs. J'étais dans la cuisine, en train de repasser un torchon, quand j'ai entendu un bruit d'imprimante. Un son mécanique, sec, qui trahit toujours une précipitation. J'ai avancé sans bruit. Et, de l'entrée, j'ai aperçu ma belle-fille assise devant mon bureau, le bureau de mon mari. Elle imprimait quelque chose, nerveusement. Sur l'écran, j'ai eu juste le temps de lire les mots. Procuration, compte successoral. Mon cœur a battu, mais mes pas sont restés lents. « Tu fais quoi, ma chérie ?» ai-je demandé, d'une voix neutre. Elle a sursauté, puis a souri trop vite. « Oh, rien, juste des papiers à mettre à jour, tu sais, pour la banque. On t'expliquera. »« On, ton fils et moi. » Elle a plié les feuilles, les a glissées dans une chemise rouge. J'ai vu mon nom, mal orthographié, dépassé du bord. Raymond Durand sans le E final. Un détail, mais les mensonges commencent toujours par une faute d'orthographe. « Je peux lire ?» ai-je demandé doucement. « Pas maintenant, tu es fatigué. » Ce sont des formalités. Ce mot-là, formalité, me fit l'effet d'une gifle feutrée. Je l'ai laissé sortir de la pièce. Puis,
Dès qu'elle eut tourné le dos, j'ai ouvert la corbeille. Les brouillons y étaient encore froissés. Je les ai dépliés, l'un après l'autre. Il y avait là des copies d'un courriel adressé à une banque suisse, des scans de nos signatures et un projet de transfert signé de mon nom. Tout y était, le compte, le montant, les coordonnées. La phrase de mon fils m'est revenue en écho, « Garde le silence ». Maintenant, je comprenais pourquoi. Je me suis assise, le papier tremblant entre les doigts. 18 millions d'euros. Je n'avais jamais vraiment mesuré ce que cela représentait. Mais en cet instant, je n'y voyais plus de chiffres. Je voyais les années de travail de mon mari, ses précautions, sa droiture. Et je voyais, surtout, la façon dont son propre fils s'apprêtait à tout dévoyer sous couvert d'amour filial. Je n'ai pas pleuré. Les pleurs sont inutiles quand les preuves parlent d'elles-mêmes. Je me suis levée, j'ai pris mon carnet gris et j'ai tout noté. Les noms, les chiffres, l'heure, le bruit de l'imprimante. Puis j'ai fait ce que les femmes, comme moi, savent faire depuis toujours. J'ai rangé le linge, remis la table et attendu. Le soir, quand ils sont rentrés, j'ai feint l'oubli. « Tu as passé une bonne journée ?» ai-je demandé à mon fils. « Oui, beaucoup de travail. Et toi, ma belle ?»« Oh, la routine. » Il souriait. J'ai souri aussi. Mais sous la nappe, ma main tenait la clé du tiroir du bureau. La nuit tombée, j'y ai trouvé la chemise rouge. Les papiers étaient encore là. J'ai tout photographié avec mon téléphone, puis remis chaque chose exactement à sa place. Le lendemain, à la première heure, je suis allée chez Maître Laurent. Je n'ai pas pris de taxi. J'ai marché. Pas par économie, mais pour garder le rythme de la décision. Il m'a accueilli avec cette politesse tranquille qui m'avait toujours mise en confiance. « Madame Durand, je m'attendais à vous voir. » Je n'ai pas été surprise. Il avait reçu, m'expliqua-t-il, un appel de mon fils la veille. Une demande de mise à jour urgente du testament, au motif que maman est trop bouleversée pour comprendre les chiffres. J'ai trouvé cela curieux, poursuivit-il. Je n'ai rien fait, évidemment. Je lui ai remis les photos. Il les a parcourues lentement, sans un mot, puis il a levé les yeux. C'est grave, très grave. Vous avez eu raison de venir. Je veux que tout soit noté, ai-je dit. Je ne veux pas de scandale, seulement la vérité. Il a hoché la tête, a tapé quelques lignes sur son clavier. Nous allons déposer une opposition officielle à toute modification testamentaire et informer la banque du risque de falsification. Vous serez protégé. Je l'ai remercié. Il a ajouté, en rangeant les papiers, votre mari a eu raison de faire ce double testament. Il avait pressenti que la convoitise suivrait la disparition. Ces mots m'ont serré la gorge. Je lui ai demandé d'en conserver une copie sous scellé, au cas où. Le soir, de retour à la maison, j'ai préparé un dîner ordinaire. Je les ai servis sans trembler. Mon fils me souriait, un peu trop. Ma belle-fille m'observait, guettant peu, être un signe. Mais j'étais calme, parce que désormais, le jeu n'était plus le leur. J'avais le notaire, les preuves, et surtout le temps. Et dans le carnet, j'ai écrit avant de me coucher. Il croit que je ne dis rien, mais mon silence cette fois travaille pour moi. Il y a des nuits qui changent la texture du silence. Celle-là en fit partie. J'étais allongée sans dormir, les yeux ouverts vers le plafond, le cœur immobile. Le tic-tac de la vieille horloge de mon mari me rappelait sa respiration. Chaque battement semblait me dire « Ne laisse pas les choses se défaire. Ce que nous avons bâti, défends-le. » Je repensais à lui, à sa manière de tout prévoir. Il disait souvent « Quand on ne peut plus parler, ce sont les papiers qui parlent pour nous. » Cette phrase, longtemps anodine, devenait soudain mon arme la plus sûre. J'avais été épouse, mère, ménagère, infirmière, gardienne du foyer. Je devais maintenant devenir dépositaire du droit. Je me suis levée, j'ai allumé la lampe, ouvert mon carnet. J'ai relu toutes mes notes, depuis la première, garde le silence. Et j'ai ajouté, en lettres plus fermes, le silence, oui, mais pas l'effacement. J'ai alors compris que ma douleur devait se transformer en méthode. Il ne suffisait plus de réagir. Il fallait structurer. J'ai dressé une liste, une vraie, comme celle que je faisais autrefois pour les courses, mais cette fois pour mon avenir. À faire. Vérifier les comptes bancaires un par un. Demander copie certifiée du testament. Obtenir l'inventaire complet des biens. Trouver un témoin neutre peut,
être Mireille, ma voisine. Écrire à la banque, en recommander, pour signaler toute signature suspecte. Garder chaque reçu, chaque date, chaque phrase. Ce plan, c'était ma respiration. Le lendemain, au réveil, je n'ai rien dit. J'ai pris un petit déjeuner avec eux comme si de rien n'était. Ma belle-fille commentait un article sur les prix de l'immobilier. Mon fils parlait de sa réunion. Moi, je les observais. Je notais mentalement le ton, les mots, les inflexions. C'est curieux comme, lorsqu'on cesse d'être aveuglé par l'amour, on voit tout. Je voyais la peur derrière leurs gestes, la peur d'être découvert. La peur, chez eux, s'appelait anticipation. Chez moi, elle s'appelait dignité. Je suis sortie marcher. Le vent de mars piquait un peu. J'ai longé la rivière, le foulard serré autour du cou. C'est là, entre deux rafales, que la décision a pris forme. Je ne partirai pas. Je ne fuirai pas la maison. Je ne laisserai pas mon nom devenir un dossier complet. Je resterai ici, calme, méthodique, jusqu'à ce que la vérité prenne racine. Je me suis souvenu de mes jeunes années. Quand je travaillais à la mairie, je classais des actes de naissance et des extraits de décès. Les documents administratifs ont un parfum particulier, celui de la continuité. Chaque signature est une trace de vie. Je n'étais donc pas impuissante. J'avais appris la patience de la preuve. Le soir, en rentrant, j'ai trouvé mon fils assis dans le salon, les yeux sur son téléphone. Il m'a dit « On a rendez-vous demain chez Maître Laurent. Ce sera plus simple. » « Oui, ai-je répondu, ce sera simple. » Il n'a pas su lire. Dans ma voix, la double entente de la phrase. Dans ma chambre, j'ai ouvert la boîte où mon mari gardait ses montres. Sous le velours, il y avait une enveloppe, jaunie par le temps. À l'intérieur, un mot de lui, daté d'1 an avant sa mort. Si un jour on te fait taire, souviens-toi, nous avons tout noté. La vérité est déjà écrite quelque part. Il te suffira de la faire lire. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement posé ma main sur l'enveloppe, comme sur une épaule aimée, et j'ai murmuré « Oui, mon vieux, je la ferai lire. » Cette nuit-là, je n'ai pas dormi, mais je n'étais plus fatiguée. La douleur avait changé de nature. Elle s'était muée en clarté. Je m'étais promis de ne plus agir dans la hâte. Mon mari me répétait toujours « Quand tu veux être entendu, parle avec les papiers, pas avec la colère. » Alors, j'ai transformé la peur en organisation. Chaque matin, je préparais mon café noir, puis j'ouvrais le carnet gris, celui où la première ligne disait « Garde le silence ». C'était devenu mon bureau, ma salle de guerre silencieuse. La première chose que j'ai faite fut d'aller à la banque. J'ai demandé à parler au directeur, un jeune homme qui n'avait pas encore l'habitude de voir des veuves lucides. Je lui ai tendu ma carte et mes papiers. Je veux un relevé complet de tous les comptes ouverts au nom de mon mari, avant et après son décès. Et je veux qu'aucune procuration ne soit validée sans ma signature personnelle. Il a voulu répondre par une formule rassurante, mais il a vu mes yeux, il a compris. J'ai signé une opposition formelle. Il m'a tendu un formulaire à remplir, j'y ai noté les dates exactes, les numéros de compte, les montants que je connaissais. Il m'a regardé différemment, comme une cliente qui sait ce qu'elle fait. Ensuite, je suis retournée chez Maître Laurent. Il avait déjà commencé les démarches de blocage. Nous avons dressé la chronologie complète des faits, l'appel de mon fils, la demande de procuration, les courriels suspects, les preuves photographiées. Ce dossier est solide, m'a-t-il dit. Mais il faut rester calme. Nous allons d'abord informer le parquet du notaire central et déposer un signalement à la cellule antifraude. Tout en douceur, mais avec méthode. J'ai hoché la tête. Calme, j'allais l'être. Douceur aussi. Mais sous la douceur, il y avait une logique d'acier. De retour à la maison, j'ai continué à jouer le rôle de la mère docile. Je préparais les repas, je demandais des nouvelles, je souriais. Mais chaque soir, quand il sortait, je reprenais ma tâche. Je classais les preuves dans un classeur bleu. Section 1. Falsification. Section 2. Relevé bancaire. Section 3. Correspondance. Section 4. Testament original. Et dans une chemise à part, j'ai glissé la copie du testament secret, celui que mon mari et moi avions signé en privé 6 mois avant sa mort. Ce document, eux, ne savaient même pas qu'il existait. Je l'avais ressorti du coffre où il dormait sous les factures d'assurance. En haut, son écriture ferme. Je laisse à mon épouse la totalité de la gestion des biens familiaux.
sans condition ni substitution. Il y avait là, en 3 lignes, toute ma revanche. Pas un cri, pas un procès, juste un papier signé et daté. J'ai prévenu Maître Laurent que le moment viendrait où je devrais le produire. Il a approuvé. Attendez qu'il bouge. C'est toujours mieux de répondre à une faute que de la prévenir. Alors, j'ai attendu. Les jours suivants, ma belle-fille m'observait. Elle croyait que j'avais renoncé, que j'étais redevenue cette vieille femme douce et inoffensive. Elle ignorait que j'étais devenue, à sa manière, un notaire moi-même. Je notais tout. L'heure des livraisons, les visites, les coups de fil. Je commençais à recueillir les témoignages du voisinage. Madame Lemoine, la voisine d'en face, m'a confirmé avoir vu des étrangers entrer chez moi alors que j'étais au marché. Le jardinier m'a raconté qu'on lui avait demandé de vider le cabanon sans m'en avertir. Chaque témoignage rejoignait le dossier. J'ai également ouvert un petit compte séparé, discret, sur lequel j'ai transféré une somme symbolique, mon argent personnel. C'était ma manière de reprendre le contrôle, prouver que je pouvais encore décider seule. Enfin, j'ai contacté un avocat spécialisé en succession frauduleuse, Maître Perrin. Je lui ai tout expliqué, sans pathos. Il m'a écouté, longuement, puis a dit « Vous avez déjà fait 90% du travail. Le reste, c'est la loi qui va le faire. » Cette phrase m'a apaisée. Je n'avais pas besoin de vengeance. J'avais besoin d'ordre. Le soir même, j'ai rangé le dossier complet dans une boîte en métal, sous mon lit. Je me suis assise, le dos droit, et j'ai pensé, maintenant, qu'ils essaient seulement. Car si quelqu'un devait parler au nom du silence, ce serait moi. Et ma voix, cette fois, aurait le ton d'un acte notarié. Le jour de la lecture de la succession arriva. Un mardi de mai, clair, presque gai. Le genre de lumière trompeuse qui fait croire à la douceur alors qu'elle éclaire les trahisons les plus froides. Maître Laurent avait fixé rendez-vous dans son étude à 10 heures. Une salle austère, murs de chêne, odeur d'encre et de cire. J'y suis arrivée seule, tôt, un quart d'heure avant les autres. Il m'attendait, debout, les mains croisées dans le dos. « Tout est prêt, Madame Durand », m'a-t-il dit. « Je ne dirai rien de plus avant qu'il ne soit là. Vous savez ce que vous avez à faire. » J'ai hoché la tête. Quelques minutes plus tard, la porte s'est ouverte. Mon fils, costume impeccable, cravate bleue foncé. Ma belle-fille, tailleur clair, sourire de façade. Et derrière eux, un conseiller financier que je ne connaissais pas. Ils se sont assis sans un mot, évitant mon regard. Maître Laurent a sorti 2 chemises. L'une rouge, l'autre bleue. J'ai reconnu la rouge, celle qu'ils avaient apportée quelques jours plus tôt. La bleue, c'était la mienne. Nous allons d'abord lire le testament déposé par Monsieur Durand il y a 1 an et demi, dit-il. Il lut les paragraphes, la répartition, les clauses, les réserves. Ma belle-fille hochait la tête, sûre d'elle. Mon fils, un peu crispé, semblait compter déjà les montants. Puis le notaire s'arrêta, posa ses lunettes et ouvrit la seconde chemise. Il existe un second testament, plus récent, daté de 6 mois avant le décès. Rédigé de la main même du défunt, contresigné ici, enregistré au registre central. La pièce se figea. Ma belle-fille pâlit. Mon fils releva brusquement la tête. « Quoi ? Mais, nous n'en avons jamais entendu parler. »« C'est normal, » répondit calmement le notaire. Ce document a été établi en confidentialité à la demande expresse de votre père. Il lut lentement. « Je laisse à mon épouse, Madame Raymonde Durand, la pleine et entière jouissance de nos biens mobiliers et immobiliers, ainsi que la gestion totale de nos avoirs, sans restriction ni substitution, jusqu'à son décès. À son décès, les héritiers légaux recevront ce qu'il restera, libre de toute dette et de toute manœuvre. » Le silence fut total. Je n'ai pas bougé. J'ai simplement posé les mains sur la table. Mon fils balbutia. « Mais ce n'est pas possible. Il n'en a jamais parlé. » « Il en a parlé, » dis-je enfin, d'une voix calme, « à moi et à la loi. » Maître Laurent sortit ensuite un autre document, la copie du courrier de la banque bloquant les procurations suspectes. Puis, les rapports d'expertise graphologique. Chaque feuille tombait comme une pierre dans un puits. Ma belle-fille essaya de reprendre contenance. « Vous avez manipulé ce pauvre homme. » J'ai levé les yeux vers elle. J'ai partagé 52 ans de vie avec lui. Et vous ?
Vous avez partagé combien de relevés bancaires? Elle se tut. Le notaire poursuivit. Les tentatives de modification de procuration postérieure au décès ont été signalées. Les autorités sont informées. Le parquet tranchera s'il y a lieu d'enquêter. Mon fils ferma les yeux. Ses épaules s'affaissèrent. Je n'ai ressenti ni triomphe, ni vengeance. Seulement une immense fatigue. Quand tout fut lu, le notaire referma la chemise. Il nous laissa quelques minutes. Ma belle-fille s'est levée d'un bond, sa chaise raclant le sol. « Viens, dit-elle à mon fils. On n'a rien à faire ici. » Il resta assis. « Va, murmura-t-elle. » Elle sortit, claquant la porte. Le silence retomba, épais, mais pas pesant. C'était le silence de la vérité qui s'installe. Il se tourna vers moi. « Maman, je ne savais pas. » Elle m'a poussé. « Je sais, » ai-je répondu doucement. « Mais maintenant, tu sais à ton tour ce que je vaux. » Il a pleuré. De vraies larmes, celles qu'un fils ne verse plus depuis l'enfance. Je lui ai pris la main. « Ce n'est pas moi qui ai gagné, tu comprends? C'est ton père. » Il avait juste prévu que le jour viendrait où il faudrait se souvenir de la vérité. Il a hoché la tête. J'ai ajouté, presque en chuchotant, « Et moi, j'ai seulement gardé le silence le temps qu'il fallait pour qu'elle parle à ma place. » Quand nous sommes sortis, le vent soufflait doucement sur le boulevard. Le notaire m'a accompagné jusqu'à la porte. « Vous avez été remarquable, Madame Durand. Votre mari aurait été fier. »« Non, » ai-je dit en souriant. Il aurait simplement dit « Je te l'avais bien dit. » J'ai ri un peu, pour la première fois depuis des mois. Les jours qui suivirent furent d'une étrangeté presque silencieuse. La maison semblait respirer différemment. On aurait dit qu'en révélant la vérité, j'avais déplacé les murs. Chaque pièce sonnait creux, comme si la trahison, désormais mise à nu, s'était évaporée en laissant un vide net. Mon fils ne vint plus pendant quelques semaines. Ma belle-fille, elle, ne remit jamais les pieds ici. Les voisins chuchotaient certains par curiosité, d'autres par admiration. J'entendais parfois des phrases flotter au-dessus des haies. « Vous avez vu? Elle a gagné. » Mais j'avais envie de leur dire « Non, personne n'a gagné. Il n'y a que des perdants quand la confiance s'écroule. » Je continuais ma vie sans en changer le décor. Le matin, je préparais mon café dans la même cafetière, mais le silence n'avait plus le même goût. Il n'était plus imposé, il était choisi. C'était une victoire étrange. Ne plus subir l'effacement, mais en faire un abri. Un après-midi, le téléphone a sonné. C'était mon fils. Sa voix tremblait, comme s'il revenait d'un long exil. « Maman, je voulais te dire que tout est terminé. L'enquête, la banque, tout. Maître Laurent m'a confirmé que tout est réglé. »« Bien, » ai-je simplement répondu. « Et j'aimerais passer te voir. » Il est venu le lendemain, seul, sans sa femme. Il avait vieilli de 10 ans. Ses épaules semblaient porter non pas la honte, mais la lucidité. Il est resté debout un instant, mal à l'aise, puis il a demandé « Je peux entrer? »« Tu es chez toi, » ai-je dit doucement. Mais ne confonds plus cette phrase avec un droit sur moi. Il a hoché la tête. Nous avons bu un café, sans un mot. Puis il a posé une enveloppe sur la table. « C'est tout ce qui reste, » a-t-il dit. « La part qui te revient légalement, et celle qu'on aurait dû te verser sans discuter. » Je n'ai pas ouvert l'enveloppe. « Garde-la, » ai-je murmuré. « Ce qui me revient, je l'ai déjà. » Il a compris. Et dans ce silence qui nous séparait depuis des mois, il y eut enfin quelque chose d'humain. Avant de partir, il a regardé la photo de son père sur la cheminée. Je crois que je comprends enfin ce qu'il voulait dire par le devoir, c'est ce qu'on fait quand personne ne nous regarde. J'ai souri, malgré moi. « Alors, tu n'es pas tout à fait perdu, » ai-je répondu. Après son départ, la maison m'a semblé plus légère. Ce n'était pas la paix, pas encore, mais un commencement. Les semaines suivantes, j'ai reçu plusieurs lettres. Une de la banque, confirmant la clôture des comptes frauduleux. Une du parquet, classant sans suite les poursuites, faute d'intention manifeste de nuire. Et une dernière, plus inattendue, une lettre de ma belle-fille. Elle écrivait « Je sais que je vous ai blessé. Je n'avais pas mesuré ce que je faisais. Je voulais juste de la sécurité, pour mon mari, pour nos enfants. Je me rends compte aujourd'hui que je n'ai fait que semer la peur. Si un jour vous acceptez de me revoir, je viendrai sans rien demander. » Je n'ai pas répondu. Je n'étais pas encore prête à pardonner, mais je n'ai pas déchiré la lettre.
Je l'ai glissé dans mon carnet bleu, entre 2 pages où j'avais écrit autrefois. Il croit que je me tais, mais mon silence travaille pour moi. Les mois ont passé. La maison s'est transformée. J'ai repeint les volets, refait la cuisine et remis sur la cheminée le cadre de mariage qu'elle avait un jour déplacé. Chaque objet reprenait sa place comme s'il me disait « Tu as tenu bon ». Je n'étais plus la vieille femme qu'on voulait protéger, ni la victime qu'on efface. J'étais simplement une femme qui avait retrouvé son propre territoire, légal et moral. Un soir d'automne, alors que la pluie battait doucement les vitres, j'ai allumé la lampe du salon. Sur la table, il restait les papiers du notaire, le dossier bleu, les lettres. J'ai tout rangé dans une boîte. Sur le couvercle, j'ai écrit « Affaire close ». Puis, j'ai préparé une valise. Pas pour fuir, non pour partir ailleurs, quelques jours, seule à la mer. Respirer l'air qui ne sent plus ni l'argent ni la rancune. En fermant la porte derrière moi, j'ai murmuré. Ce qu'ils ont voulu me prendre, ce n'était pas l'héritage. C'était ma voix. Et ma voix, désormais, m'appartenait de nouveau. J'ai pris le train un matin de septembre, avec une petite valise bleue et mon carnet gris. Rien d'autre. La mer m'attendait. Pas celle des vacances d'autrefois, avec les cris d'enfants et les serviettes pleines de sable. Non. Une mer plus grave, plus lente. Celle qu'on regarde pour comprendre, pas pour se distraire. J'avais choisi une petite ville du sud, là où le vent efface vite les traces sur le sable. Une amie d'enfance, Mireille, m'avait parlé d'un studio à louer sur le port. J'y suis allée sans prévenir personne. Quand j'ai tourné la clé, l'odeur du sel a envahi la pièce. Une table, 2 chaises, une bouilloire. Le minimum vital, mais tout y respirait la liberté. Les premiers jours, j'ai dormi peu. J'écoutais les vagues comme on écoute un conseil. Elles disaient « Ne regarde plus derrière. Ce qui a été pris n'était qu'un décor. Ce qui t'appartient vraiment, c'est la paix. » Je me suis surprise à marcher chaque matin jusqu'au marché, à acheter des tomates, du pain chaud, à parler avec les gens du quartier. Personne ne me connaissait ici. Personne ne me réduisait à un rôle, une fortune, une histoire. J'étais juste la dame du port, celle qui écrit dans un carnet et qui regarde la mer plus longtemps que les autres. Un jour, une jeune femme s'est assise près de moi sur le banc du quai. Elle lisait une lettre, visiblement bouleversée. Nos regards se sont croisés. Elle m'a dit « Vous avez l'air apaisé. Comment on fait, à votre âge, pour ne plus avoir peur ?» J'ai souri. On ne guérit pas de la peur, ma chère. On apprend seulement à s'en servir comme d'un garde-fou. Elle a hoché la tête, puis m'a confié qu'elle vivait un divorce difficile, qu'elle craignait de tout perdre. Je lui ai répondu calmement. On ne perd jamais vraiment que ce qu'on laisse à d'autres le soin de définir. Si vous écrivez votre vérité, personne ne pourra vous la voler. Elle m'a regardé longuement, puis a murmuré. Vous parlez comme une avocate. J'ai ri. Non, comme une femme qui a trop longtemps laissé les autres plaider à sa place. Ce jour-là, j'ai compris que ma vie n'était plus tournée vers ce qu'on m'avait fait, mais vers ce que je pouvais transmettre. Les semaines suivantes, j'ai commencé à écrire. Pas une plainte, pas un roman, juste une suite de récits, des pages de mémoire. Je notais les détails, la couleur de la robe que je portais le jour où il m'a dit « Garde le silence », le bruit de l'imprimante, le visage du notaire. Je voulais que quelqu'un, un jour, sache comment une femme peut renaître sans éclat, juste avec un stylo et un peu de lucidité. Mireille passait me voir parfois. « Tu as bonne mine, Raymonde », me disait-elle. « On dirait que tu as 20 ans de moins. »« C'est ce que la vérité fait au corps », répondis-je. Elle nettoie. Un matin, j'ai reçu une enveloppe sans expéditeur. Dedans, un chèque. Le montant exact que mon fils m'avait jadis proposé. Et une carte pour que tu saches que j'ai compris. Ton fils. Je n'ai pas encaissé le chèque. Je l'ai rangé dans le carnet, entre 2 pages, comme une relique. Ce n'était plus l'argent qui comptait, mais le geste. L'automne est arrivé. Les touristes sont partis, les rues se sont vidées. Je vivais lentement, heureuse d'une solitude non imposée. Parfois, le soir, je préparais une soupe et j'écrivais au son du vent qui battait les volets. Je me disais, j'ai traversé l'humiliation, la peur, la solitude, la trahison, et me voilà vivante. Ce n'est pas une revanche, c'est un recommencement. Le dernier jour de novembre, j'ai marché jusqu'à la jetée. Le ciel était d'un bleu pâle, la mer d'un argent triste.
J'ai sorti de mon sac une petite enveloppe, la lettre de ma belle-fille. Je l'ai relue une dernière fois, puis je l'ai glissée dans l'eau, doucement, sans rancune. Qu'elle flotte, qu'elle parte, qu'elle s'efface. Et moi, j'ai tourné le dos à la mer pour rentrer chez moi, enfin. Il y a des soirs où la lumière s'attarde, comme pour saluer ce qu'elle a vu. Ce soir-là, dans mon petit appartement du port, le soleil filtrait encore à travers les volets entr'ouverts, dessinant sur le mur des rectangles dorés. J'étais assise à ma table, une tasse de thé refroidie à côté de moi, et je relisais les dernières pages de mon carnet gris. Tout y était, la trahison, la peur, les démarches, le notaire, la justice silencieuse. Et soudain, entre ces lignes serrées, j'ai vu apparaître quelque chose d'autre, la femme que j'étais devenue. Pendant des années, j'ai cru que la force, c'était de parler fort, de convaincre, de garder la famille soudée à tout prix. Mais non. La vraie force, je l'ai trouvée dans l'écriture lente, dans la précision des dates, dans le refus du mensonge, dans le silence aussi. Ce silence que mon fils m'avait ordonné de garder, je l'ai transformé en mur porteur. J'en ai fait une arme douce, une discipline, un silence qui observe, qui archive, qui prépare la vérité à éclore. J'ai rouvert la fenêtre. Dehors, le port s'endormait. Les bateaux claquaient contre les amarres. Un couple passait, main dans la main, et je me suis surprise à sourire. Non pas d'envie, mais de gratitude, parce qu'à cet instant, j'étais exactement à ma place. Je n'avais plus de compte à régler, plus de colère à nourrir. Seulement cette paix épaisse, presque tangible, qui suit les tempêtes bien menées. J'ai sorti de mon sac la photo de mon mari. Il me regardait avec ce demi-sourire qui disait tout. La patience, la confiance, la malice aussi. Je lui ai parlé, doucement. Tu vois, mon vieux, j'ai tenu parole. J'ai gardé le silence, mais je l'ai fait parler pour nous deux. Une larme a roulé sur ma joue. Pas de tristesse, de reconnaissance. Je me suis levée, j'ai rangé le carnet dans la boîte en métal sous le lit. Demain, j'irai en acheter un nouveau. Blanc, vide, prêt à accueillir autre chose que la défense la vie, tout simplement. Avant d'éteindre la lumière, je suis restée debout un long moment. J'ai écouté le vent, les pas des marins, le cliquetis des haubans, tout ce bruit discret du monde qui continue sans fracas. Et j'ai murmuré, pour moi seule, cette phrase que j'aurais voulu confier à toutes celles qu'on a un jour fait taire. Le silence peut aussi être une forme de justice. Puis, j'ai fermé les yeux. Et pour la première fois depuis des années, j'ai dormi d'un sommeil plein, clair, sans peur.